En avril dernier, lors du lancement du premier numéro de la revue Veritas Acadie, j'ai fait une présentation sur la première constitution de la Nouvelle-France de 1663. L'essentiel de cette présentation se retrouve aujourd'hui dans le deuxième numéro sous le titre de La Constitution de la Nouvelle-France, une œuvre achevée de l'esprit classique. Dans cet article, j'ai mis l'accent sur les effets juridiques et linguistiques de l'introduction en Nouvelle-France des lois et coutumes qui avaient cours dans le ressort du Parlement de Paris. Il faut comprendre qu'au XVIIe siècle, le droit n'était nulle part uniforme et que chaque province de France avait ses propres lois. Parmi les nombreuses lois et coutumes mises en vigueur ici en 1663, il y avait entre autres l'ordonnance de Villiers-Cotterêts. Ordonnance qui faisait du français la langue obligatoire de la législation de tous les actes juridiques et des actes judiciaires. Cette ordonnance, adoptée sous François Ier, prescrivait que tous ces documents devaient être rédigés dans le langage maternel François et non autrement, et ce, sous peine de nullité absolue. Donc, en 1663, le français est devenu la langue officielle et obligatoire de l'Acadie, du Canada et de toutes les possessions françaises en Amérique du Nord. Dans la présentation d'avril dernier, je n'ai pas abordé les conséquences à long terme de la mise en vigueur de cette ordonnance au sujet du statut juridique du français en Amérique du Nord. Dans les minutes qui suivent, je vais traiter brièvement de ce sujet qui mérite d'être mieux compris. Bien entendu, la première question qui vient à l'esprit de chacun lorsqu'il s'agit de nos anciennes lois et coutumes, c'est de se demander que se passe-t-il lorsqu'il y a changement de régime? Ou que s'est-il passé lorsque le roi de France a cédé ses colonies au roi d'Angleterre? Ou encore, est-ce que les lois françaises du Canada et de l'Acadie n'ont pas été créées et remplacées d'un trait par les lois de l'Angleterre? Eh bien, la réponse à ces questions est simple. Et c'est non. Et pour vous aider à comprendre ce non, il me faut vous expliquer ici les deux règles de base du droit anglais en ce qui concerne le régime juridique de ces colonies. On parle de deux règles de base. Tout d'abord, il faut souligner que le droit colonial anglais est essentiellement fondé sur des usages et des décisions judiciaires, et non pas sur des lois écrites et certaines, comme ça a été le cas pour la France, la Nouvelle-France, en 1663. La méthode anglaise de concevoir le droit a ceci de particulier qu'elle n'atteint souvent sa perfection qu'en cultivant l'incertitude et en s'accommodant du doute. En matière coloniale, le droit anglais s'est donc formé dans ses principes à partir d'usages mis en place par le Conseil privé du roi et de quelques décisions judiciaires. Quant aux interprétations et applications spécifiques de ce droit, chacun tentait de faire valoir ses intérêts ou de développer sa propre théorie. Dès le début du XVIIe siècle, et je dis ici 1607, dans une décision judiciaire très importante connue sous le nom de Calvin, ou Calvin Case, il a été décidé qu'il fallait distinguer entre les colonies de peuplement d'Anglais dans des contrées sauvages et inhabitées et les autres colonies, c'est-à-dire celles acquises par l'Angleterre suite à des conquêtes, des cessions
ou des traités. Dans le cas de ces colonies acquises par conquête, cession ou traité, la règle de base était simple. Le droit antérieur, je dis bien le droit antérieur à l'acquisition, demeurait en vigueur et le roi seul possédait l'autorité pour le changer. À l'exception des lois générales sur le commerce et la navigation, le Parlement de Westminster était tenu à l'écart, n'avait aucun droit de s'ingérer dans les affaires de ses colonies et de changer les lois. En fait, les colonies étaient des chasses gardées du roi. En 1763, cette règle bien établie, qui remontait déjà à 1607, n'avait jamais été modifiée, bien que contestée à certains endroits. Le roi seul, avait autorité sur les colonies acquises des souverains étrangers. Pour les autres colonies, c'est-à-dire les colonies fondées et peuplées par des Anglais, la règle était que ces colons ne pouvant vivre sans loi, il était nécessaire qu'ils transportent avec eux les lois de leur pays d'origine compatibles avec les besoins d'une colonie naissante. Quant à savoir quelles étaient les lois compatibles aux besoins d'une colonie naissante, les théories étaient nombreuses et contradictoires, mais celle qui prédominait était que les principes de base de la common law s'appliquaient généralement, mais non les lois du Parlement de Westminster, à l'exception de celles spécifiques à tout l'Empire, comme les lois sur le commerce et sur la navigation. Donc, l'Angleterre avait deux régimes bien distincts, selon qu'il s'agissait de colonies fondées et peuplées par des Anglais ou de colonies acquises par traité, conquête et cession. Ces deux régimes étaient parallèles, mais ne se touchaient jamais. Commencée en 1607, cette dualité a traversé le temps et constituait encore la base du droit colonial anglais en 1763. En droit anglais, une fois qu'un usage est pris forme, il est long et difficile de le faire disparaître. Vous pouvez vous demander pourquoi ne pas avoir rapproché les deux régimes et ne pas avoir introduit graduellement des lois anglaises au fur et à mesure que des immigrants anglais allaient s'établir dans des colonies acquises par conquête, cession ou traité. Ici, la raison se trouve dans des conflits extrêmement graves qui sévissaient au XVIIe siècle entre le roi et le Parlement de Westminster. Conflits qui se sont stabilisés aux dépens du roi lors de la glorieuse révolution de 1688 et 1689. Ces conflits consistaient en une lutte acharnée pour le pouvoir entre la monarchie et la vieille noblesse anglaise d'un côté et le Parlement de Westminster de l'autre, lui contrôlé en entier par la bourgeoisie libérale anglaise. Le Parlement voulait s'approprier les pouvoirs du roi et il finira par avoir raison. Le roi avait dû céder de nombreuses prérogatives au profit du Parlement de Westminster, mais toutes ces cessions, toute cette perte de pouvoir ne s'appliquait pas dans les colonies et en particulier celles acquises par conquête, cession ou traité. Donc, dans les colonies acquises par conquête, cession ou traité, les prérogatives traditionnelles du roi demeuraient pleines et entières, comme si la glorieuse révolution n'avait jamais eu lieu. En conséquence, les ministres du conseil privé du roi, à Londres, veillaient scrupuleusement à ne rien changer en matière coloniale afin d'éviter que des droits
ou des prérogatives du roi ne soient contestées, ne soient perdues, d'où le maintien de la règle de 1607 que les colonies acquises par conquête, cession et traité conservaient leur droit d'origine. Bien entendu, le roi avait compétence pour les changer, pour les remplacer par des lois anglaises, mais il s'abstenait de le faire, ou s'il le faisait, il le faisait à la pièce et avec parcimonie lorsque les circonstances l'exigeaient. Introduire une loi anglaise dans de telles colonies, c'était chaque fois prendre le risque de compromettre les prérogatives du roi. Dans l'incertitude, en l'absence de toute urgence, mieux valait s'abstenir. Cette pratique a été si fermement maintenue pendant 150 ans et plus qu'on en trouve plein d'exemples. L'un des cas les mieux documentés est celui de la Jamaïque. Donc, brièvement, ici, la Jamaïque. Cette colonie a été conquise aux Espagnols en 1655 par des corsaires anglais. Les 1500 colons espagnols ont été immédiatement expulsés par la force, puis vite remplacés par des Anglais seulement qui ont fait fortune, eux, dans la culture de la canne à sucre et dans le trafic de l'esclavage pour l'Amérique du Sud. Quelques années après la conquête, toute trace du passage des Espagnols dans l'île était disparue, sauf leur roi. Après l'expulsion des Espagnols, cette colonie ressemblait à une colonie de peuplement anglais, sauf que les lois en vigueur demeuraient des anciennes lois espagnoles, situation qui exaspérait les colons anglais au suprême degré. Ces colons voulaient à tout prix introduire dans l'île les lois de leur pays d'origine, mais chaque fois qu'ils tentaient de le faire, les ministres du Conseil privé à Londres leur répondaient qu'à titre de colonie acquise par conquête sur les Espagnols, leur loi était celle en vigueur au moment de la conquête en 1655. Une telle réponse paraissait manifestement aberrante, mais les ministres, conseillés par les juristes du roi, suivaient les usages établis et veillaient ainsi à protéger les prérogatives du roi. Mais les colons, eux, n'ont jamais abandonné le combat. Immensément enrichis par la culture de la canne à sucre et par le trafic de l'esclavage, ils pouvaient s'offrir à Londres les services des avocats les plus réputés en matière coloniale, mais malgré cet appui de taille, les échecs s'accumulaient. Les ministres au conseil privé leur répondaient toujours la même chose. Mais à force de persévérance, une entente est finalement intervenue en 1729, sur promesse de l'Assemblée législative de l'île de voter et de payer en entier chaque année la liste civile qui comprenait le salaire du gouverneur, le salaire des juges, des hauts fonctionnaires et autres dépenses civiles. Les colons anglais ont obtenu enfin d'être traités un peu à la manière d'une colonie de peuplement anglais, c'est-à-dire qu'ils pouvaient introduire des règles de common law compatibles avec leur situation, mais il leur aura fallu du temps. De 1655 à 1729, soit 74 ans, pour enfin être traités comme des colons d'une colonie de peuplement. Il leur aura fallu de nombreuses requêtes au conseil privé, il leur aura fallu l'aide des meilleurs avocats en droit colonial, il leur aura fallu un engagement financier explicite de l'Assemblée pour enfin obtenir de tels privilèges, et tout ça sur 74 ans. Cet exemple tiré de l'expérience coloniale de la Jamaïque est exceptionnel puisque d'autres colonies ont fait les mêmes démarches, mais sans avoir les mêmes résultats. Mais l'exemple de la Jamaïque nous fournit une bonne idée de la constance, de la fermeté dans l'application du principe relatif à la protection des prérogatives du roi.
Tel était l'état du droit colonial au XVIIe et au XVIIIe siècle. Tel était l'état du droit en 1713, année de la cession de l'Acadie, et tel était l'état du droit en 1763, année de la cession du Canada. Mais vous avez certainement entendu de nombreuses fois, et lu plus souvent encore qu'en 1763, toutes les lois du Canada ont été abrogées et remplacées par les lois de l'Angleterre, introduites ici en bloc dans la colonie. Ce refrain a été répété ad nauseam, y incluant par les juges de nos plus hauts tribunaux. Comme si les ministres et les juristes du roi, tous tombés sur la tête, avaient décidé de rayer d'un trait une jurisprudence de plus de 150 ans dans le seul et unique but de créer du chaos dans une colonie jusque-là admirablement bien gouvernée. Je pourrais ajouter ici beaucoup de choses sur ce mythe, finalement, qui relève de la psychologie et de la dynamique coloniale, mais le sujet étant trop long à traiter, je vais simplement souligner et répéter que les Anglais n'étaient pas tous devenus plus fous que d'habitude et que Lord Kilborough, le ministre qui avait personnellement présidé à la rédaction de la version finale de la proclamation royale en octobre 1763, avait spontanément déclaré, suite aux mauvaises nouvelles arrivées du Canada, que personne dans son comité de travail n'avait soulevé l'idée de déroger aux usages établis et d'abroger d'un trait les lois et coutumes du Canada. Rien de tel, ni quoi que ce soit s'en rapprochant, n'était arrivé dans toute l'histoire coloniale de l'Angleterre. Je vous disais tantôt que la mise en vigueur de l'ordonnance de Villiers-Cotterêts avait eu pour effet de faire du français la langue officielle de la législation, la langue obligatoire des actes juridiques et des actes judiciaires. Compte tenu de ce que j'ai dit aussi au sujet du régime légal des colonies conquises par conquête, cession ou traité, compte tenu de la compétence exclusive et du roi et de sa réticence à changer les lois de ces colonies, il est important de se demander s'il existe des décisions explicites du roi visant à changer les lois de l'Acadie ou les lois du Canada. En ce qui concerne la Nouvelle-Écosse, aucune décision du roi n'a été rendue en ce sens entre 1713 et 1758. À partir d'octobre 1758, date de la formation de l'Assemblée législative locale, l'Assemblée s'est mise à adopter des lois. La Cour supérieure a rendu des décisions conformes au droit anglais, mais sans jamais préciser quelles étaient les parties du droit anglais applicables à cette colonie. Mais plus encore, aucune décision législative, qu'elle soit du roi, du Parlement de Westminster ou de l'Assemblée locale, n'a été adoptée pour abroger spécifiquement les lois et coutumes antérieures à 1713. Pourtant, une loi demeure une loi, telle et aussi longtemps qu'elle n'a pas été abrogée par l'autorité compétente. En 1755, les autorités ont mis beaucoup d'énergie à se débarrasser des Acadiens, comme les corsaires anglais l'avaient fait en Jamaïque en 1655, exactement 100 ans auparavant, en pensant peut-être que la disparition des Acadiens aurait peut-être pour conséquence de faire disparaître leur roi. En Jamaïque, il avait fallu d'innombrables efforts sur une période de 74 ans pour faire disparaître les lois espagnoles au profit des lois anglaises. Est-ce que les lois et coutumes de la Nouvelle-Écosse, elles, devaient disparaître par enchantement au mépris d'une jurisprudence constante bien établie par la seule expulsion des Acadiens? La question se pose. Pour continuer sur le ton de l'analogie, il y a eu, en 1818, une cause fort célèbre
en Angleterre. Connue sous le nom de Ashford contre Thornton, cette cause illustrait de façon spectaculaire la survie de ces vieilles lois oubliées, mais jamais abrogées. Un justiciable anglais, Ashford, avait exigé du tribunal un procès par duel judiciaire, c'est-à-dire une forme de procès avec des épées et des armes, donc une forme oubliée et tombée en désuétude depuis au moins 6 siècles, mais qui n'avait jamais été abrogée. La requête semblait ridicule et absurde au dernier degré, mais suite à un examen approfondi qui démontrait que le duel judiciaire n'avait jamais été abrogé, Lord Ellenborough, le président du banc du roi, avait dû reconnaître que la requête était juridiquement fondée, compte tenu qu'une loi demeure une loi tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas été abrogée par l'autorité compétente. Et à la toute fin de son jugement, Lord Ellenborough écrivait, et je cite ces quelques mots, « C'est notre devoir de déclarer la loi telle qu'elle est, et non pas telle que nous la souhaitons. Peu importe nos préjugés contre le procès par duel judiciaire, le fait qu'il fasse encore partie des lois de l'Angleterre oblige la Cour à rendre son jugement en conséquence. » Le même raisonnement s'applique à l'ordonnance de Ludwig-Cotteret qui avait fait du français, dès 1663, la langue officielle de l'Acadie, nommée aujourd'hui la Nouvelle-Écosse. Cette ordonnance n'ayant jamais été abrogée par aucune autorité législative, un justiciable de la Nouvelle-Écosse pourrait encore aujourd'hui s'adresser à un tribunal pour lui demander de reconnaître le statut du français au titre de langue officielle de cette province, bien entendu, sans requérir l'abrogation pure et simple de l'anglais comme langue d'usage, ce qui pourrait contrarier certains préjugés, provoquer du mécontentement, créer des injustices, un peu comme aujourd'hui à notre Cour suprême, où des juges parfaitement unilingues sont assez effrontés pour entendre des causes du Québec dont tout le dossier a été monté entièrement en français. Et à la Cour suprême, lorsque ces juges unilingues entendent des dossiers du Québec, ce ne sont pas des dossiers traduits. On fait tout simplement un résumé de l'ensemble du dossier, ce qui est complètement aberrant. Ce que je viens de dire ici vaut également pour le Nouveau-Brunswick qui a été annexé à la Nouvelle-Écosse, bien que dans cette province, le français et l'anglais soient devenus 2 langues officielles de par la Constitution. Mais les mêmes conclusions valent aussi pour le Québec et pour l'île du Prince-Édouard, île qui a été une colonie française jusqu'au traité de Paris de 1763. En 1763, Georges III, dans sa proclamation royale, avait promis aux Canadiens qu'ils pourraient compter sur ses efforts et en appeler à son conseil privé s'il voulait se prévaloir des bénéfices du droit anglais. Mais c'était une gracieuseté de sa part et non pas l'annonce qu'il ferait l'impossible pour leur rendre la vie difficile en les privant de leurs droits et de leurs coutumes. Suite à une décision du Conseil législatif de Québec en 1764, décision qui avait provoqué un chaos indescriptible en prétendant au mépris complet d'une jurisprudence de plus de 150 ans que le droit anglais s'appliquait en bloc dans la province, le Parlement de Westminster est intervenu de façon tout à fait exceptionnelle, c'était jamais arrivé, pour rétablir la situation en désavouant tout ce que le Conseil législatif avait arbitrairement proclamé et en confirmant le maintien des lois et coutumes du Canada, à l'exception du droit criminel et de tout le droit ecclésiastique. D'ailleurs, l'usage de l'adjectif « civil » associé au mot « droit »
dans l'Acte de Québec de 1774, avait pour seul but de distinguer les lois civiles du Canada de ses lois ecclésiastiques. Civil voulait donc dire tout le droit, sauf le droit ecclésiastique. À cette époque, le droit constitutionnel anglais interdisait formellement toute influence du pape, même de façon minime, là où flottait le drapeau de l'Empire britannique. Donc, en conclusion, la Constitution de la Nouvelle-France, par la mise en vigueur de l'ordonnance de Villiers-Cotterêts, a fait du français la langue officielle et obligatoire du Canada et de l'Acadie dès 1663. Au Québec, ici, on entend souvent que la loi 22 de Robert Bourassa ou la loi 101 de Camille Lorrain aurait fait du français la langue officielle de la province. Cette affirmation est inexacte, compte tenu que c'est l'ordonnance de Villiers-Cotterêts qui l'a proclamée, ordonnance qui n'a jamais été abrogée ni suspendue. Une loi oubliée ou négligée n'est jamais une loi abrogée. En 1763, le droit colonial anglais, inchangé depuis 150 ans, prescrivait que les colonies acquises par conquête, cession ou traité conservaient leurs lois et coutumes que le roi seul avait autorité de changer. Illustration parfaite de ce principe, le dossier d'archives à Londres. Le dossier d'archives relatif à la préparation de la proclamation royale de 1763 ne révèle aucune information, aucune allégation, aucune demande, aucune pièce, aucune lettre, aucune note, aucun avis juridique indiquant que le roi ou ses ministres auraient songé à déroger, même minimalement, une jurisprudence constante et bien établie. Si quelqu'un avait fait une suggestion en ce sens, il en serait resté des traces dans le dossier d'archives à Londres. Plus encore, et ici je me répète, Lord Hillsborough, le ministre qui a présidé à la rédaction de la version finale de la proclamation royale, a confirmé indirectement l'état du dossier d'archives en déclarant spontanément, suite aux mauvaises nouvelles venues du Canada, que personne n'avait soulevé l'idée de changer les lois et coutumes du Canada. Alors, presque tout ce que je viens de dire au sujet de la province de Québec vaut également pour l'île du Prince-Édouard. Cette île, sous juridiction de la France, a été habitée par les Acadiens jusqu'en 1758, année où les habitants ont été expulsés brutalement de leur propriété et de leur île. Il est évident que la proclamation royale de 1763 n'a rien changé des lois et coutumes des lieux. La seule expulsion des habitants n'a pas eu pour effet d'abroger leurs lois. Le cas de la Jamaïque l'explique de manière très claire. Il l'illustre de façon exceptionnelle. Là aussi, les justiciables dans cette île pourraient s'adresser aux tribunaux supérieurs pour faire reconnaître le statut officiel de la langue française dans l'île du Prince-Édouard. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir assuré. Encore, on a la chance pour nous à l'éducation. Absolument. J'en suis convaincu.